Chapitre 4. Bobby frappa à la porte de bon matin. « Voilà !» répondit Jourdan. Il venait de s'éveiller sur le coup. « Plus tôt on commence, dit Bobby, et ce sera le jour, je crois. »« Beau réveil quand les prés fleurissent, » chanta Jourdan en faisant craquer le lit. Marthe appela. « Restez couchés, » dit Bobby à travers la porte. « Je sais où tout se trouve, mais tout à l'heure, si j'ai bien calculé, il fera bon être debout. » Jourdan regarda par la fenêtre. « C'est le grand gel, » dit-il. C'était le grand gel. Pendant la nuit, le vent du nord était venu, il avait soufflé tout doucement, sans violence, à peine comme un homme qui respire, mais sa force était dans le froid. Il avait déblayé le ciel, il avait verni la neige, il avait séché la dernière sève aux fentes des écorces. Il avait fait que la forêt était maintenant comme un grand bloc. Il avait verrouillé la terre, il avait usé le ciel toute la nuit avec du froid et du froid toujours neuf, toujours bien mordant comme un qui fait luire le fond d'un chaudron à la paille de fer, et maintenant le ciel était si pur et si glissant que le soleil n'osait presque pas bouger. « Ouh là !» grelotta Jourdan en passant son pantalon. « Dès qu'on touche l'air, le sang retourne au cœur. Je suis gelé comme une fleur d'amande. » À la jointure de la fenêtre, le vent du nord léger mais tenace sifflotait comme un grillon. « Si tu voyais, dit Jourdan, rien ne bouge. Ça c'est la mort complète. À part ceux des maisons, il n'y a pas 3 vivants dans le monde. »« Et qu'est-ce que tu veux faire, dit-il, après avoir soufflé sur la vitre et dérouillé un beau morceau de gel. Le ciel est raide comme du fer. » Bobby avait allumé le feu en bas. Il était debout devant. Il se chauffait les mains, une après l'autre, puis les pieds, un après l'autre, puis de nouveau les mains. Il était comme une roue que le froid avait mise en mouvement. Jourdan entre et vient, et le voilà aussi à faire la roue, doucement, sans bruit, comme quand la force arrive à peine et que les volants tournent avant d'entraîner les courroies. « Tu as encore du blé, dit Bobby. »« Oui, beaucoup. 2 charges. Tu l'as encore tout, alors ?»« Non, j'ai vendu 2 charges, la moitié. »« Tu gardes celui-là pour la semence ?»« D'abord, mais j'aurais pu en vendre encore au moins 1 charge, seulement le prix a baissé. »« Le blé te sert à quoi ?» demanda Bobby. « Des fois, dit Jourdan, je comprends mal ce que tu demandes. »« C'est toujours quand c'est simple, dit Bobby. Le blé, à quoi ça te sert ? Pour le pain ? Pour Marthe et toi ? Oui. Il t'en faut combien pour l'an ? 1 charge. Alors, le reste ? Je le vends. Donc, dit Bobby au bout d'un moment, avec du blé tu fais du pain pour Marthe et toi. C'est juste. Avec encore de ton blé, tu ressèmes pour du nouveau blé. C'est juste. Avec ce qui reste, tu fais des sous. Tu donnes ton blé à quelqu'un, il fait le compte, il tire son portefeuille, il te donne 1 billet, 2 billets, 3 billets, tu les mets dans ton portefeuille, tu fermes ta poche, tu reviens à la Jourdane, tu prends ton portefeuille, tu tires les billets, tu les fais voir à Marthe, tu ouvres l'armoire, tu places les billets sous les chemises de Marthe, ou bien c'est elle qui le fait, tu fermes la porte de l'armoire. Bon, à ce moment-là, tu t'aperçois que tu es un lépreux. De ton travail, tu as fait 3 parts, 1 qui te sert à vivre, toi et Marthe, ça fait 1. Quand je dis « toi », ça veut dire les 2. Bon. Une autre part qui te donne l'assurance de vivre l'an prochain. Une 3e part qui est en papier, sous les chemises pliées. Qu'est-ce que tu as fait pour le lépreux dans tout ça ? Rien. Quand on ne fait rien pour le lépreux, il devient de plus en plus lépreux. Il y a une partie de ton travail qui est perdue. C'est celle qui s'est transformée en papier et qui est à plat, toute mince, sous les chemises de Marthe. Je dis perdu. Comment perdu ? Dit Jourdan. C'est de l'argent. Je dis plus, continua Bobby. C'est ça qui te donne la lèpre. Entendons-nous, je force un peu pour te faire comprendre. Le germe de cette lèpre, tu l'as en naissant. Il est venu jusqu'à nous de mère en mère. C'est un petit point noir dans la matrice des femmes, juste à l'endroit où s'appuie la tête de l'enfant. C'est donc, dit Jourdan, qu'on est promis à toute la catastrophe. Non, dit Bobby, au contraire. Si on a de la naissance, dit Jourdan. Ce germe de lèpre, dit Bobby, c'est plus nécessaire que le cœur. Le feu a ronflé, l'eau a bouilli. Le volet a crié, la vitre a craqué de froid dans son mastic, puis Jourdan a dit
Explique-toi. Il y a un beau matin sur les terres. Le soleil s'est hasardé dans le ciel et monte. Ce que tu appelles la lèpre, dit Bobby, c'est de l'amour sans emploi. Oui. Qu'est-ce que tu te figures d'être? Tu me regardes, dit Jourdan, comme si tu me voulais du mal. Non, dit Bobby, et tu le sais. Je te regarde parce que je te corrige. Qu'est-ce que je suis? Dit Jourdan. Oui, tu es un homme, un point c'est tout. Je suis un homme, se redit Jourdan. Et il se regarda. Pas plus, dit Bobby. Pas plus, se redit Jourdan. Le tort, dit Bobby, c'est de se croire plus. Et Jourdan resta muet parce qu'il cherchait ce que ça voulait dire. Tu es obligé d'aimer le monde, dit Bobby. Il y avait toujours quelque chose de pas clair, et l'éclaircissement ne venait presque plus de Bobby, ni de sa voix, ni de ses mots. L'éclaircissement venait du chaud, du feu, du gel, du mur, de la vitre, de la table, de la porte qui battait dans le vent du nord et des dalles du parquet qui suaient doucement l'argile, quoique vieille. L'éclaircissement venait de toutes ces choses, mais c'était encore gauche et maladroit. Et le seul avantage de Bobby, c'est qu'il mettait des mots d'homme sur ces mots de feu, d'argile, de bois et de ciel pur. Il essayait de mettre des mots d'homme, mais ce n'était pas tout à fait ça. Si on avait pu avoir des mots feu et des mots ciel, alors oui, tu es obligé, dit Bobby. Voilà que tu es arrivé en pleine invention. Ça a commencé, Jourdan, dans le moment où tu étais encore entre les cuisses de ta mère, avant qu'on te détache, oui, au premier saut. Et ils étaient là à t'attendre, tous. Ça fait beaucoup. Ils ont dit « Ah, en voilà encore un. On va lui apprendre. » Et ils t'ont appris. Quoi? La maison craquait doucement comme un fagot de bois qui dort. « Guéris-toi de la lèpre, dit Bobby, puisqu'on t'a appris. Les savants. » Il resta un moment à s'apaiser. On entendait là-haut Marthe qui, levée, chantonnait en marchant dans la chambre. « Avant de naître, dit Bobby, tu savais plus, et tu savais juste. Et ce qui t'a appris, c'est l'endroit où ta tête était collée dans le ventre de ta mère, un morceau, gros comme ça. » Il montra l'ongle de son petit doigt. Mais ça a une voix, comme qui dirait, électrique. Il le laissa un moment avec le souvenir des mots autour de lui. Pas seul, pas rien qu'avec ça. Il y a le feu qui fait compagnie, le bruit du feu, la couleur du feu, l'odeur du feu. Il y a le grand ciel si pur, si bien appliqué sur les vitres qu'on ne peut pas l'oublier. Il y a le craquement du gel, la glace sous les tuiles, et qui bouge doucement, comme un rat. Il y a le soleil dont on ne voit pas le vrai visage, tranchant les yeux, mais qu'on voit à travers la fenêtre brouillée de buée. Et il est tout écrasé, doux et collant comme un abricot mûr tombé dans l'herbe. Et tout ça, c'est maternel. Et Bobby le sait. Et voilà que Jourdan commence à savoir. Et aujourd'hui, dit Bobby, avec tes sous, qu'est-ce que tu peux acheter pour guérir ta lèpre d'aujourd'hui? Rien, dit Jourdan. Et à qui veux-tu que j'achète? Au monde. Quel monde? Il y en a combien? Dit Bobby. Celui-là, dit-il, en montrant au-delà la fenêtre. La forêt, le plateau, la terre, le ciel, le froid. Aujourd'hui, quoi, toi compris. On entendait Marthe qui descendait les escaliers. « Tu as du blé ?» demanda Bobby. « Assez pour ton pain, assez pour ta semence ?»« Oui. »« Alors tu es riche. »« Alors, dit Bobby, on va s'acheter une chose dont t'a parlé ta mère, il y a longtemps, pendant que tu mûrissais. » Marthe entra. « J'ai regardé par la fenêtre, dit-elle en souriant. C'est le grand gel. Il n'y a rien, ni dans le ciel, ni dans la terre. On est seul à 100 kilomètres tout autour. » Elle les voit tous les deux, Jourdan et même Bobby, coincés comme des rats. Ils ont la grosse ride en épi de jonc au milieu du front. Ils ont l'air de réfléchir et d'être coincés en pleine réflexion, et elle pense encore une fois que les hommes sont bien malheureux de vouloir, vouloir et toujours vouloir. Elle sourit encore, à l'un et à l'autre, avec ses bonnes dents toutes blanches entre ses lèvres de vieille femme qui donne encore envie de manger avec elle, à côté d'elle, et de lui apporter à manger. « Où est ton blé ?» demande Bobby. « À la resserre, dit Jourdan, c'est plus sec. »
on va, dit Bobby. Et alors, dit Marthe, voilà que ce matin, ils n'ont même pas pensé au café. Bobby a trouvé un balai en genêt. Il le porte d'une main, de l'autre main il tient l'oreille du sac de blé et tous les deux, Jourdan et lui, ils sortent par la petite porte de derrière. Le ciel est mort et serré comme un vieux billot de bois sans sève. Si ce froid dure, le ciel tout à l'heure se fendra d'une grande fente noire, de ce noir qui est la vraie couleur du ciel. Bobby balaie l'air. Il fait place nette avec les grumeaux de gel et les grumeaux de terre. Maintenant, le sol est dur et net comme une assiette. Il a vidé là-dessus, au milieu, le sac de blé. Ça pouvait faire à peu près 50 kilos. Jourdan a été un peu honteux. Il ne dit rien. Non pas honteux de vider le sac sur la terre, mais il a eu de la peine de voir que son blé, dont il était si fier, un blé de riz, disait-il, fin et dur comme de la poudre de pierre, avait perdu toute sa couleur et qu'il paraissait blême et louche par rapport à l'éclat environnant de tout le gel. « Voilà, dit Bobby en s'époussetant les mains. Il faut rentrer, on va regarder ça de la cuisine. » Ils se sont mis derrière la fenêtre de la cuisine. Ils regardent. Il ne se passe rien dehors. Mais ici, dedans, il y a l'odeur du café et du pain qui donne patience. « Il me semble, dit Jourdan. » Mais il ferma durement sa bouche. Un oiseau venait de passer. On ne savait pas encore de quelle race il était. Il avait fait seulement un petit éclair avec ses ailes. Il volait vers Fra Joséphine. Il eut l'air de s'écraser sur le ciel tout ouvert, ailes et plumes de la queue, où l'on put voir un peu de couleur rouge. Il se freinait de toutes ses forces. Il s'arrêtait, ventre au vent. Déjà il tombait quand il piocha d'un grand coup avec ses plumes. Il revenait. Il courbait son vol comme le vent qui abaisse la branche courbe du saule et au bout est la fleur. Il frappa le tas de blé à plein fouet, il se secoua, il était étonné, c'était un verdier. Il ne pensa même pas à chanter un petit coup, il se mit à manger. Jourdan tira sa blague, bourra sa pipe, tendit sa blague à Bobby, sans regarder, il regardait l'oiseau. Bobby prit la blague, tira sa pipe, bourra sa pipe, rendit la blague. Puis, il alluma l'allumette et alors, il jeta un rapide coup d'œil sur le feu, dans ses doigts, et Jourdan alluma, mais il surveillait toujours l'oiseau du coin de l'œil. Il était tout ébouriffé de froid, 3 fois plus gros que d'ordinaire. Les rémiges d'or, largement écartées, laissaient voir son duvet de dessous plume. Son ventre était fleuri de blanc, comme du coton de clématite sur de l'herbe. Il mangeait. Les yeux regardaient l'oiseau, mais le regard est en forme de rayon, et au-dessus il y a une zone où on voit les choses sans se les nommer, parce que c'est le halo du rayon de l'œil. Ce qu'on voit dans ce halo, c'est toujours déformé, comme ce qu'on voit dans le brouillard. Il sembla que le ciel faisait comme le couvercle d'une caverne où des gouttes d'eau se forment, se gonflent, et d'où elles tombent. L'illusion y était en plein, même l'épanouissement de lumière des gouttes d'eau traversées de soleil dans leur chute. Mais dès que tout ça arrivait dans le regard, toujours fixé sur le petit verdier ébouriffé, si vert de lait, si goulu et déjà chuintant, ce n'était plus des gouttes d'eau, c'étaient des oiseaux, des autres. On avait la tête pleine des 2 images, la caverne d'azur, les grosses gouttes, le bruit enfantin des eaux sonores, et puis, non, voilà des oiseaux à la caverne, c'est le ciel et le bruit, c'est les oiseaux qui chantent, et le mort doré, ce n'est pas le fugitif du soleil, mais ce sont les plumages de toutes les couleurs qui s'ouvrent et froutent et freinent pour que l'oiseau puisse se poser doucement dans le blé. Il y en avait déjà au moins 30. Il y avait une draine énorme, un turquin tout bleu de turc, un tangara à 7 couleurs, des bouvreuils rouges, bleus et noirs, un bruant tout en or, une ouette qui balançait sa crête rouge et frappait de droite et de gauche avec ses ailes noires, des cerlis, des tarins, des agrippènes, des chardonnerets, des vanglines, des linottes, des jaune-noirs, des ciserins, des titiris, des passerines. Il en arrivait encore. « Il faut sortir, dit Bobby. Jourdan le regarda d'abord sans répondre. « Ils vont s'envoler, dit-il. »« Sortir par derrière, dit Bobby. »« Que regardez-vous » demanda Marthe. « Viens voir. »« Moi, dit-elle, j'aime beaucoup les bouvreuils, les gros, les bleus. Chez moi, on leur dit « bineries ». Voilà comme on les appelle. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais un bon ami qui gluait. Ah,
dit-elle. Il prenait plus d'oiseaux que de filles. Il y avait, dit-elle, elle s'était graissé 2 ou 3 fois les lèvres avec de la salive comme une qui va parler longtemps, et elle reste là avec ses lèvres luisantes. Elle avait cru avoir envie de parler, c'était seulement envie de penser à des choses nouvelles. Doucement, dit Jourdan en poussant la porte de l'étable. Elle donnait derrière la maison et on n'entendait même pas le bruit des oiseaux, mais on voyait la forêt grémonne. On voyait le ciel. Voilà ce qu'on voyait. La terre qui montait vers la forêt. Elle cachait les troncs, dépassant la terre, les branchages noirs, d'autant plus noirs qu'ils étaient plus chargés de neige. Puis le ciel clair, net, pur, et comme on était abrité du soleil, un ciel terrible dont on pouvait voir l'infinie viduité, l'infinie solitude, la cruauté effrayante et sans bornes. Et ce ciel, révérence parlée, il se cassait la gueule sur le toit de la ferme. Voilà ce que je veux dire, ce ciel était fait pour s'en aller, tel qu'il était, jusqu'à la fin du temps, de l'espace et de la durée. Et celui qui aurait pu le peupler d'une algue grosse comme le pouce ou d'un lichen rond comme l'ongle, il aurait été fort, croyez-moi. Mais de la porte de l'étable, on le voyait brusquement finir au ras des tuiles, coupées par le bord de la toiture en dents de scie. À partir de là, ça n'était pas grand-chose, si vous voulez, mais c'était la joie et l'amour. Il n'y avait plus le monde insensible. Il y avait des tuiles d'argile cuite, la dentelle de la génoise, la joue fraîche du toit. L'homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de sang, mais en réalité, il est comme un feuillage, non pas serré en blocs, mais composé d'images éparses comme les feuilles dans les branchages des arbres et à travers desquels il faut que le vent passe pour que ça chante. Comment voulez-vous que le monde s'en serve s'il est comme une pierre ? Regardez une pierre qui tombe dans l'eau. Elle troue. L'eau n'est pas blessée et la voilà qui fait son travail d'usure et de roulis. Il faut qu'à la fin, elle gagne et la voilà au bout de sa course qui aplatit à petits coups de vague la boue docile de ses alluvions. Regardez une branche d'arbre qui tombe dans l'eau. Soutenue par ses feuillages, elle flotte, elle vogue, elle ne cesse jamais de regarder le soleil. À la fin de sa transformation, elle est le germe et des arbres et des buissons poussent de nouveau dans les sables. Je ne dis pas que la boue est morte, je ne dis pas que la pierre est morte. Rien n'est mort, la mort n'existe pas. Mais quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé et brisé pour entrer dans la transformation, le tour de la roue est plus long. Il faut des milliards d'années pour soulever le fond des mers avec des millimètres de boue, refaire des montagnes de granit. Il ne faut que 100 ans pour construire un châtaignier en dehors de la châtaigne, et quiconque a senti un jour de printemps sur les plateaux sauvages l'odeur amoureuse des fleurs de châtaigne comprendra combien ça compte de fleurir souvent. Oui, la maison, c'était de la joie et de l'amour. Jourdan ne pensait pas aux traces de mains humaines sur l'argile des tuiles et que le pouce du maçon avait marqué le mortier en construisant le mur. Mais il pensait à ce blé là-bas, plein d'oiseaux affamés. Les grains n'avaient pas de couleur quand il les avait entassés au milieu de l'air éblouissante. Maintenant, brillant comme du riz, il volait dans le fouettement des ailes d'or. Il se souvenait que tout à l'heure il avait vu le verdier prendre un grain dans son bec, relever la tête, avaler. Il ne pensait pas plus loin de ce côté. En réalité, ça n'était pas une pensée mais un travail secret dans son corps. Il était obligé d'avaler souvent sa salive. Il était ivre. Il venait de perdre le sens pauvrement humain de l'utile. Il ne pouvait plus s'appuyer de ce côté. Il ne pouvait pas encore s'appuyer du côté de l'inutile, mais il entendait venir la flûte qui chante pour les lépreux. « Viens, dit Bobby, et il lui prit la main. « Ils vont s'envoler, répéta Jourdan. Ils parlaient tous les deux à voix basse. Ils tournèrent le coin de la maison, ils arrivèrent à l'autre angle du mur. On entendait crier les oiseaux. Marthe était restée près de la fenêtre. « Voilà maintenant, dit-elle, des rousserolles. » Elles arrivaient par petits vols clignotants. Ce sont des oiseaux de rivière. Elles venaient de l'Ouvèze, du côté du soleil. Il y avait des tourterelles, des fauvettes. On ne pouvait plus voir tous les oiseaux. On savait seulement que maintenant, tous les buissons étaient prévenus.
Il devait même y avoir comme une étrange nouvelle dans le ciel, une chose sirupeuse et dansante comme les traces de la chaleur de l'été. Les Flamands qui habitaient au bord du plateau, dans les marécages et qui garnissaient leurs nids flottants avec la laine des moutons, du jas de l'érable passèrent dans le ciel. Ils faisaient une famille à part, ils ne cherchaient pas de blé. Malgré tout, ils restèrent à tourner en rond. On voyait leurs longues pattes. Ils étaient comme éblouis par cette boule de toutes les couleurs qui dansait en bas, dessous, puis éclatait en jetant de tous les côtés des battements d'ailes noires, blanches, rouges, dorées, vertes, bleues. De temps en temps, un oiseau fou venait battre de la tête contre les vitres. Martha se reculait, puis elle revenait. Elle pensait au grand ciel vide tout à l'heure, et maintenant à cette foule. Elle avait un grand souci, elle aurait voulu avoir l'idée du grain toute seule. Elle se disait, et demain, est-ce qu'ils en auront? Elle aurait voulu que chaque oiseau fasse provision. Si elle avait connu l'emplacement des nids, elle serait allée placer du grain à côté de chacun. Elle avait peur qu'ils se fassent du mal en sautant les uns sur les autres. « Draine !» disait-elle de temps en temps, parce que la draine, plus grosse et plus goulue que les autres, se battait avec son gros bec. Marthe se demandait « Où sont-ils partis tous les deux ?» Mais elle était contente d'être seule. Elle se sentait travaillée par une force dont on ne pouvait prévoir jusqu'où elle irait. C'était une force femme. Et dans ces cas-là, on n'a vraiment pas besoin des hommes autour de soi. Elle avait été enceinte au début du mariage avec Jourdan, mais elle n'avait pas pu mener à terme. Elle se souvenait comment elle s'était d'abord sentie les seins durs et tiraillés, puis peu à peu ce remplissement de tous les vides de son corps, et cette plénitude qui s'organisait en elle. Elle était comme de nouveau pleine, mais cette fois, elle avait deux joies mélangées. D'abord, la joie béate du corps fécondé, et puis une joie allègre et sauvage, car elle savait bien qu'elle était désormais trop vieille pour produire avec la semence de l'homme, et malgré tout, elle était amplement nourrie dans ce qu'elle avait de plus féminin et de plus secret. Elle entendait venir le contentement de tous ses besoins de mère et de femme, sa vieillesse même n'empêchait plus rien. Elle donnait au contraire à tous les gestes une douceur, une noblesse dont elle ne se disait pas le nom, mais dont elle comprenait la gravité. Comme elle marchait pieds nus l'été dans les champs vêtue de noir, son gros corps d'aplomb, ses grands pas solides, son buste droit, sa lente allure, son sourire paisible. Ah, comme il y a des choses qui parlent bien la femme. Et il n'est pas vrai que le temps finit où l'on est amoureuse, et l'on est toujours amoureuse, et c'est la seule bonne chose du corps. Alors pourquoi ça finirait avant le corps? Et qu'est-ce qu'on ferait après, en attendant la mort? On attendrait la mort, voilà tout ce qui resterait à faire. Ce qu'on faisait somme toute avant que cet homme vienne sur le plateau. Pour elle, bien sûr, ça avait commencé avec cette petite chose de l'étalon et de la main le jour du vent du Nord. Le jour? Ne dirait-on pas qu'il y a un siècle? C'était avant-hier. Que de secrets dans le monde. Elle voyait des loriots, elle pensait au vent d'ouest, parce que les loriots viennent toujours mêlés aux bourrasques. Elle voyait des rousserolles, elle pensait à la rivière Ouvèze, couchée au fond de sa vallée fauve, et dans les joncs dansent les nids de rousserolles. Elle voyait des calandres avec les taches de rouille, elle pensait aux fins d'été, à la touffeur des éteules, au gémissement de la terre, au bruit des chars, à l'envie de boire, aux landes beurrées de soleil. Elle voyait des roitelets, verts, gris, ailes noires et crêtes d'or, et au lieu de continuer à voir les roitelets, elle voyait et elle respirait les bruyères, les herbes de la montagne, elle entendait la descente des troupeaux et la voix des pâtres. Elle voyait des geais et des reliers, des perdrix, des cailles, car maintenant tous les oiseaux du plateau s'étaient appelés des mouches traîne-buissons, des mésanges grises, des cochères à tête bleue, des chardonnerets, et une sorte d'oiseau qu'elle connaissait bien et dont le nom était l'oiseau silencieux. Il ne chantait jamais, même pas au temps de l'amour. Chaque fois que toute la bande s'épanouissait autour du tas de graines, une fleur de plume s'épanouissait aussi dans Marthe, mais elle avait des ailes de vent, de plaine et de montagne, des yeux de soleil, le ventre bleu du soir dans la campagne et le bruissement de tous les insectes des prés. Elle entendait à peine le grésillement des oiseaux à travers la vitre. Elle se demanda encore « Qu'est-ce qu'ils font ?»
en pensant aux hommes. Elle se disait « Qu'est-ce qu'ils vont encore m'amener ?» À ce moment, elle vit Jourdan, plutôt le corps de Jourdan, sans son visage. Il débordait du coin de la maison. « C'est lui ?» se dit-elle. « Qu'est-ce qu'il va faire ? On dirait qu'il guette. » Jourdan ne bougeait pas. Si, il bougeait, mais si lentement que ce n'était plus des gestes d'homme. C'était une grosse déception de voir là-bas ce velours de pantalon et ce drap de veste. Elle ne pensait pas une minute que Jourdan pouvait faire du mal aux oiseaux, mais elle sentait tout d'un coup qu'il n'y avait plus de confiance. Elle tremblait à l'approche de l'homme. Elle était déjà moins fertile, presque plus. Elle était du côté des oiseaux. Le visage de Jourdan dépassa le coin de la maison. Martha fit un geste pour lui dire « Va-t'en !» Mais ici, dans le noir de la cuisine, on ne pouvait pas la voir. Et Jourdan n'avait pas envie de bouger, il avait le visage extasié et dur de ceux qui dorment debout. « Va-t'en !» disait Marthe. Il avança encore un peu. « Va-t'en !» disait Marthe. Il bougeait à peine ses pieds. On ne le voyait pas avancer. Il avait pris sa place dans l'air, comme un arbre. On ne faisait plus attention à lui et il avançait. « Va-t'en !» dit Marthe à voix basse. Les oiseaux avaient fait un saut en arrière, tous ensemble. La draine avait tourné 2 ou 3 fois la tête. On avait vu luire son œil droit, puis son œil gauche. Elle était de nouveau venue au grain. Ils étaient de nouveau venus au grain. De temps en temps, la draine s'arrêtait de manger et regardait Jourdan. Les oiseaux s'arrêtaient aussi de manger parfois avec le grain au bec. Ils regardaient. Ils avaient l'aile prête. Puis l'aile tressaillait en s'apaisant, et ils avalaient le grain, et ils picoraient devant eux sans plus regarder. Alors Jourdan avançait. Et ainsi il vint jusqu'au tas de blé. Ses pieds touchaient le tas de blé, et les oiseaux restèrent là sans se troubler, et même un se posa sur les souliers de Jourdan, et un autre, en s'envolant devant le bec de la draine, vint frapper de la tête dans les pantalons de Jourdan. Jourdan se retenait de respirer, et pour voir les oiseaux, il faisait glisser son regard le long de lui, sans bouger la tête. « C'est bien, mon homme, » dit Marthe à voix basse. « Non, » dit Bobby, « je ne sais rien pour les oiseaux et je ne sais rien pour rien. Il ne faut pas me faire plus fort que ce que je suis. » C'était le plein soir, ils étaient tous les 3 réunis autour de la table pour la soupe. « Comment l'idée t'est venue ?» demanda Jourdan. « J'ai vu le grand froid, » dit Bobby, « et puis j'ai pensé aux oiseaux. »« Tu as pensé aux oiseaux, » dit Jourdan en se grattant la tête. « Ça t'étonne ?»« Non, de toi ça ne m'étonne pas, mais je trouve que ça n'est pas simple. »« Si, » dit Bobby, « c'est le plus simple de tout. Voilà à quoi j'ai pensé. Il faut que tout le monde mange. » C'était une soupe aux choux avec du lard et des pommes de terre. « On se tirera des légumes après, » dit Marthe, « et on partagera le lard en 3. Je n'ai pas fait de cuisine, vous comprenez bien. »« Oui, Marthe, » dit Jourdan. « Tu n'as pas faim ?»« Si, » dit-il, « mais j'ai l'impression que peu me contente. »« Il y a une grande joie qui nous vient des bêtes, » dit Bobby. « Oui, » dit Marthe. « Et il y avait beaucoup de bêtes, » dit Bobby. « Beaucoup, » dit Jourdan. « Tu as vu courir des lièvres ?» dit Bobby. « Sûr, » dit Jourdan. « Et des chevreuils ?»« Non, » dit Jourdan, « mais on m'a dit qu'il y en avait ici avant. »« Autour des fermes ?» demanda Marthe. « Il n'y avait pas de ferme, » dit Jourdan. « Mais, » dit Marthe, « il venait comme ça, près de vous. »« Oui, » dit Bobby, « il venait, mais ça, alors, ça date de très longtemps. »